À Cabreret, dans le Lot, un des plus beaux sanctuaires paléolithiques, la grotte du Pechmerle, nous a légué avec un art millénaire de la nature quelques chefs-d'œuvre de l'homme préhistorique. Miraculeusement préservés, les chevaux ponctués veillent ici depuis 20 000 ans aux côtés de leur créateur, 6 fois présent par la main. Trois 3000 ans plus tard, dans une alcôve, la grotte du Pechmerle recueillait la frise noire. L'œuvre dévore tout l'espace d'une paroi exceptionnelle. 11 mammouths, une nappe de ponctuation, 5 bisons, 4 chevaux, 4 aurochs sans chevêtres et se délient sur 7 mètres de long et 2 mètres de haut. 25 figures au total. On a à peu près, voilà, 2 mètres 20. 2 mètres 20. Ici, le préhistorien devient détective. Il s'interroge sur les coupables d'une telle splendeur, sur leur mobile. L'état des lieux passe au crible de l'enquête. L'œuvre, le chef-d'œuvre est vu, lu et relu sous tous ses angles. En premier lieu, sur une couverture photographique. Toutes les prises de vue sont effectuées toujours à la même distance, orthogonale à la paroi, donc parallèle à son plan de pendage. Pour ne brouiller aucun indice, l'auteur de cette recherche a mis au point cette technique de calque de la photographie, évitant ainsi tout contact direct avec la frise et donc toute détérioration. Travail de la meilleure précision possible qu'il ne fait qu'en présence de l'original. Mais l'image projetée de la fresque reste muette quant aux détails de la paroi et à sa qualité de matière. C'est pourtant bien la paroi qui a enregistré les marques du temps et chaque moment de l'œuvre. Aussi, pour mieux faire parler l'ensemble, l'auteur a tenté d'appliquer la méthode pluridisciplinaire d'analyse déjà utilisée pour les fouilles. « 146. 145. Bien. Un relevé de la morphologie de la paroi en courbe de niveau précise avec le relief, la situation et la personnalité de chaque figure. Un premier fait est certain. Seuls des artistes pouvaient dialoguer avec un tel modelé du support. Ce fond topographique servira de témoin à toutes les études et explorations qui vont suivre. Pour relever le relief avec une extrême précision, l'auteur a également testé la photogrammétrie. Mais cette technique ne peut rendre une image fidèle du tracé. Elle reste cependant complémentaire de la méthode du calque. Mais au terme de cette phase, de nouvelles questions surgissent. Ce blanc, cette lacune en relief dans la frise, a-t-il été voulu par les créateurs ou bien s'agit-il d'un simple effacement ? Ce ventre de mammouth au centre du dessin, est-il celui d'un animal inachevé ou celui d'une figure effacée par le temps? Autant de questions auxquelles le préhistorien n'a pu ici tenter de répondre qu'en faisant appel à d'autres sciences. Au-dessous, 83. Oui. 0,92. Les variations thermiques de la paroi, relevées au 20e degré avec un radiamètre à infrarouge, informent sur le climat pariétal et sur les conditions de conservation du dessin.
0102. Des cartes isothermiques saisonnières précisent les zones froides et chaudes de la paroi. 1 plus droit. 2 moins droit. 3 moins droit. 4 moins droit. 5 plus droit. 6. Les climatologues analysent également la circulation de l'air au contact de la paroi. Dans la région du mammouth incomplet apparaissent des zones de stabilité. Ceci confirmerait l'hypothèse de l'ébauche. Des turbulences faibles se manifestent au centre de la frise. Elles sont plus fortes dans la zone de la lacune. L'érosion peut alors justifier un effacement du dessin. Simultanément, le chercheur scrute et relève toutes les traces de phénomènes naturels ou humains postérieurs au dessin qui ont altéré les figures. Les plages ocre et rouge représentent les phénomènes naturels, les taches grises et noires, les traces humaines. Des concrétions multiples recouvrent les traits. C'est le cas des efflorescences de calcite dont l'opacité est variable selon la saison et le climat de la grotte. À terme, cette calcite pourrait masquer définitivement le dessin. Elle pose l'angoissant problème de la conservation de l'œuvre. Des coulées de calcite plus concentrées et plus translucides brouillent également les traits. Des films de calcite laissent apparaître les tracés quand la paroi est humide. Ils affectent surtout la région centrale de la frise. Secs, ils sont plus opaques et d'aspect farineux. Mais les agressions humaines demeurent les plus menaçantes. 50 années à peine de tourisme ont suffi à stigmatiser un chef-d'œuvre resté intact pendant 17 000 ans. Ainsi, ces traces de vêtements sales ou ces frottements de doigts sur le dos d'un mammouth situé dans la partie haute de la frise. Coups de doigts également sur ce poitrail d'auroch et sur le dos du cheval central. Mais c'est par l'analyse géologique qu'on peut le mieux clarifier la chronologie des phénomènes advenus avant et après l'exécution de la fresque. Localement, des marques d'érosion sont visibles qui ont à la fois gratté la croûte superficielle recouvrant la roche et en même temps qui ont enlevé des traits préhistoriques correspondant aux figures que l'on voit ici. Tout à fait à la base de la paroi, une zone sombre camoufle la partie inférieure des peintures et est à mettre en rapport avec l'ancien remplissage qui a maintenant disparu. Cette zone particulière est très intéressante. Elle correspond à la partie inférieure de la paroi avec ces petits filonnets de calcite en relief et autres détails. Par contre, un phénomène nouveau particulier est apparu qui a rendu la roche aussi blanche que dans la partie supérieure. Ce phénomène est postérieur au tracé des peintures, comme le montre cette peinture rouge dont ne subsiste uniquement la partie arrière et un petit élément de la partie avant. Dans cette partie droite de la paroi s'observe un phénomène absent dans la partie centrale, une coulée stalagmitique très ancienne, comme le montrent les parties corrodées que l'on voit à gauche et à droite. Tout à fait dans le haut, une concrétion beaucoup plus récente, très claire et très instructive. Elle recouvre 2 défenses de mammouth, ce qui prouve l'ancienneté de ce dessin. Plus vers la droite, le mont de Milch recouvre entièrement la paroi. Le mont de Milch, c'est un dépôt pulvérulent, normalement mou. Dans le cas présent, il s'agit de mont de Milch desséché et cristallisé. Ce mont de Milch a servi de support à un mammouth que l'on voit dans la partie haute. Le contraste est frappant entre le mammouth du mont de Milch en fer à cheval, typique des mammouths schématisés, et celui de la surface lisse, finement exécutée, avec un souci de détail pour la toison. Et je pense que le style est dû tout simplement à l'aspect granuleux du support. Sur un support irrégulier,
le dessin est beaucoup plus sommaire et la toison notamment a été représentée simplement par des coups de crayon très anarchiques. Au cours du relevé, je me suis intéressé notamment aux interruptions de tracé, car le trait s'arrête à certains endroits et repart aussitôt, comme par exemple sur ce bovidé, le trait s'interrompt et repart un peu plus loin en laissant un espace vide, un espace blanc. Il est bon notamment de savoir, par exemple, de découvrir que ce bison a été réalisé en 30 coups de crayon ici. Et si on y fait attention, on retrouve d'ailleurs tous les coups de crayon sur les différents animaux. On retrouve ainsi le geste des artistes préhistoriques dans leur ampleur et dans leur répétition. On constate certaines constantes donc, dans les techniques d'exécution des dessins. Constante de l'exécution, esquissée par endroits à la pointe sèche, et du graphisme des pattes figurées côte à côte, sans recouvrement. Constante du graphisme des sabots, dont la pointe n'est jamais fermée. Constante du graphisme en zigzag des fanons de bison. Constante du profil carré des museaux. Et l'on arrive aussi, en étudiant ces constantes, à se demander si, en fait, tous les dessins noirs de la frise ici n'ont pas été exécutés par le même artiste, et même au-delà, si toutes les peintures noires de Pechmerle ne sont pas, en fait, de la même main. Nous avons ici un exemple de superposition intéressant. Ici, une nappe de points rouges. Nous en apercevons deux ici qui sont à demi effacés. Ce rouge est entamé par le tracé, ici à la fois peint et raclé ou gravé, de ce mammouth, de ce grand mammouth, ici. Et l'ensemble est recoupé par le dos peint au trait noir de ce mammouth, dont voici la queue, ce mammouth qui est tourné à gauche. Les superpositions de traits révèlent jusqu'à la chronologie du tracé des figures par l'artiste, et l'analyse laisse à penser que la frise noire aurait pu être exécutée en moins de 2 heures. Au centre de l'espace à décorer, l'artiste a d'abord dessiné un grand cheval, puis, sans changer de place, 3 bisons, réalisant ainsi le thème cheval-bison très fréquent dans l'art préhistorique. Une auréole de 11 mammouths est ensuite venue envelopper cet ensemble et pour achever la frise, l'artiste a superposé 4 aurochs femelles aux mammouths. Ces données renouvellent complètement la connaissance de cette frise noire que le chanoine Lemosy avait appelée la chapelle des mammouths. Tout ce parcours, toutes ces révélations conduisent inéluctablement à la reconstitution des faits. Identifier à l'artiste,
Instruit de ses gestes à défaut de son âme, devenu presque faussaire à son insu, le chercheur peut enfin simuler le passage à l'acte.